Hello, everyone. Welcome to our fourth Bienvenue session in the à notre quatrième session de la thérapie d'oxygène et de soins critiques. Aujourd'hui, nous allons parler des réponses, des questions souvent demandées. Nous allons donc avoir une table ronde avec un groupe assez impressionnant de panélistes. D'abord, je vais vous présenter, nous avons le docteur Freddy Ariza Cadena de l'Université del Valle de Colombie, docteur Balavanka Subramanian du Centre médical du Gange et des hôpitaux en Inde, docteur Fadzai Mugadza de l'Université du Zimbabwe, au Zimbabwe, docteur Anna-Marie Crawford de l'Université Stanford, docteur Mark Singleton de l'Université Stanford, docteur R.J. Rima Murphy de l'Université Stanford, Dr. Mike Lipnick de l'Université de Californie à San Francisco, Dr. Andrea Murray de l'Université Stanford, Dr. Elizabeth Nouassa de l'Université Amadou d'enseignement au Nigeria et Dr. Vanessa Moll de l'Université de Zurich en Suisse. Merci à tous nos panélistes de se joindre à nous aujourd'hui. Je vais tout simplement parler de notre étiquette et des règles de base. Notre programmation est basée sur une fondation d'amour et de respect. Nous vous invitons à répondre gentiment et plutôt que de réagir si vous êtes en désaccord avec quelque chose. Nous allons utiliser la fonction de chat pour les questions et réponses au bas de l'écran. Ne vous gênez pas à poser vos questions. Ouvrez votre vidéo si votre Internet vous le permet. Pour que l'on puisse vous voir. Si vous avez des problèmes techniques, envoyez un message à travers la boîte de discussion, le chat à EchoIT, ou encore envoyez un courriel à sbascar@echoindia.1. Cette session est enregistrée et on vous invite à être prudent, essayer d'éviter d'avoir des gros attroupements pendant cette réunion. Nous avons l'interprétation. Nous avons cette interprétation en direct en français et en espagnol. Si vous voulez vous joindre à une de ces chambres, nous vous invitons à cliquer sur l'icône d'interprétation. Vous pouvez choisir soit le français ou soit l'espagnol. Et vous allez vous retrouver dans cette chambre, prendre la traduction qui sera plus forte que la personne qui parle. Sur ce, je vais passer la parole au docteur Anna Crawford pour commencer. Bon matin, mon nom est Anna Crawford. Je suis directrice des programmes de l'équité de santé globale et d'anesthésie globale au centre de ressources. Je vais vous montrer mon écran maintenant et partager avec vous pour que l'on puisse partager, voir comment nous accueillons nos ressources et les matériaux pour les soins critiques d'oxygène. Alors, je veux d'abord faire une petite introduction très rapide du centre de ressources pour vous. Mike, j'ai un problème technique. Mike Lipnick a également des ressources très importantes qui sont disponibles pour vous dans les soins critiques d'oxygène. Pas de problème. Bon matin, tout le monde. Je suis UCFF en anesthésie, en soins critiques. Je vais partager quelques ressources avec vous alors que nous allons débuter. Vous pouvez voir mon écran. Parfait. Alors, le projet dont on va parler au cours des prochaines minutes, ça s'appelle les soins ouverts critiques. C'est un projet qui est appuyé par USAID, qui est bâti avec la WFSA et d'autres partenaires, l'Institut de santé publique et Assist International.
le Open Critical Care a été mis sur place pour avoir un portail de qualité et une ressource d'enseignement sur l'écosystème d'oxygène au niveau de la fourniture, de la livraison. Et ultimement, nous espérons que ce portail sera encore plus large comme étendu. Sur la page de base, il y a quelques fonctions que je veux souligner. Avec un partenariat avec Ariadne Labs, nous avons été en mesure d'avoir des souscriptions gratuites et des mises à jour. C'est une décision vraiment formidable. Je vous encourage tous à aller sur ce lien, voir si vous êtes admissible à la souscription gratuite. C'est une ressource formidable et on peut y avoir. Je vais donner le lien après. Une autre fonction que je veux souligner, c'est les questions fréquemment demandées sur l'oxygène et les ventilateurs. Et nous allons en parler d'ailleurs aujourd'hui. Voici une photo de la page des questions fréquemment posées sur l'oxygène et les ventilateurs. Voyons par exemple ici quels sont les différents types de ventilateurs qui existent. Et tout cela peut être partagé facilement. Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, vous pouvez demander une question directement au portail. Dans le même ordre d'idées, nous avons aussi des discussions en direct et vous voyez, l'icône va devenir verte et cela veut dire que vous pouvez parler en temps réel. Nous avons une bibliothèque de ressources de l'équipe de Stanford et de plusieurs autres à travers le web et nous ajoutons à tous les jours. On a également des ressources que vous pouvez trouver, par exemple, ce cours sur la ventilation mécanique que nous avons travaillé avec l'équipe américaine des soins respiratoires, le calculateur d'oxygène qui peut être utilisé pour estimer à savoir si votre institution a suffisamment de ressources et pour faire un partenariat avec Livebox pour les équipements de protection personnelle. Une autre ressource que je veux souligner qui peut être téléchargée, c'est la carte de poche de soins respiratoires. Encore une fois, nous allons partager les liens de tout cela. Finalement, nous allons aussi lancer un nouveau tutoriel d'anesthésie cette semaine et que vous pourrez aussi consulter en ligne. Pour conclure, la dernière fonction, au cours des prochaines semaines, nous allons lancer un nouveau tableau de bord qui va vous permettre de suivre les lignes de conduite pour les soins. Et sur ce, je vais m'arrêter. Et Assist International, je vous remercie pour le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Merci. Alors, ce sont vraiment de ressources formidables qui complémentent tous les autres webinaires que nous avons eus. Facile d'accès sur criticalcare.org. Malheureusement, j'ai encore des difficultés techniques. Je ne peux pas partager mon écran, mais est-ce que vous avez autre chose que nous voulons partager avec nos participants? D'abord, on veut dire que même si on présente de l'information et on parle de solutions, mais il faut utiliser son jugement clinique et que vous développiez des solutions qui sont appropriées à votre environnement et à vos ressources. Également, je veux dire qu'au centre d'apprentissage, nous avons plusieurs fonctions qui vous permettent de vous impliquer dans votre communauté. On a plus que 1200 utilisateurs. Nous avons des forums de discussion, des pages communautaires. Alors, vous pouvez vous impliquer avec à travers le monde, de plusieurs autres pays, de plusieurs autres environnements, et que vous pouvez trouver des solutions pour tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Et je voulais aussi m'engager auprès de l'audience que le centre d'apprentissage tente de fournir des ressources qui ont été vérifiées pour notre auditoire. Nous n'accepterons pas de l'argent de commanditaires, mais nous allons faire des référencements à d'autres sites web qui ont peut-être de la publicité
mais de notre côté, nous ne prenons aucune publicité, aucun argent de commanditaire parce que nous voulons éviter tous les conflits d'intérêts pour vous fournir les meilleures informations et les meilleures ressources possibles. Et je veux aussi vous dire que le centre d'apprentissage est une mission aidée par le centre de ressources avec l'Université Stanford et la division de soins de santé équitable. Et nous avons également le projet ECHO qui collabore également avec nous. La plupart des éléments que j'ai donnés ont des références. Il y a beaucoup de fonctions sur lesquelles vous pouvez cliquer. Vous allez voir, alors que nous allons aller dans la banque de questions, quand vous allez cliquer sur la question, vous allez être connecté à la ressource ou à la référence pour répondre à ces questions. Alors, sur ce, je vais passer la parole à Dr. Bala et Dr. Freddy qui vont mener notre discussion de panel aujourd'hui. Merci, Anna. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session. Nous allons commencer la discussion. C'est une table ronde. Alors, nous allons discuter plusieurs éléments de base de thérapie d'oxygène, les indications, les contre-indications, quels sont les signes, les symptômes des patients qui ont l'hypoxémie et les causes de ces situations. Est-ce que je peux commencer avec la première question pour les panélistes? Alors, laquelle sont des indications pour une thérapie d'oxygène? Je voudrais souligner qu'il y a un sondage. La question vient d'apparaître à vos écrans. Vous pouvez répondre directement. Alors, vous pouvez mettre votre réponse. C'est important que les panélistes ne répondent pas parce que ça va fermer le sondage. Alors, pour les questions qui n'y ont pas de sondage, vous pouvez répondre dans la boîte de discussion. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans la boîte de discussion et les panélistes vont vous aider en cours de route. Alors, on peut commencer la discussion. Bon. Allons-y. Alors, lesquelles sont les indications pour la thérapie d'oxygène? Est-ce que la bonne réponse, c'est A et B, l'hypoxémie et l'hypoxie? J'aimerais que... mon collègue, Dr. Balabin, bienvenue. Dr. Bala, je pense que vous avez... Il y a un microphone qui n'a pas été ouvert. Alors que le docteur Bala trouve une solution au petit problème technique, Dr. Michael, avez-vous la bonne réponse? Est-ce que la bonne réponse est A et B? Et pourquoi vous pensez que l'hypercarbie n'est pas une indication de thérapie d'oxygène? Dr. Bala, est-ce qu'on m'entend? Oui. Bienvenue. Bonsoir, bon matin à tous les délégués, tous les panélistes. La réponse, lesquelles sont des indications pour une thérapie d'oxygène, et vous voyez les résultats du sondage.
Alors, si je comprends bien, 9% on dit l'hypoxémie, 16% l'hypoxie, c'est 1% on dit l'hypercarbie et 72% on dit A et B. Alors, nous sommes heureux avec 72% de réponse. Je voulais juste clarifier pour ceux qui ont choisi l'hypoxémie seule ou l'hypoxie seule, la différence entre les deux est quelque chose que nous devrions tous considérer. L'hypoxémie, c'est un niveau réduit d'oxygène dans le flux sanguin, alors que l'hypoxie, c'est une diminution de l'oxygène au tissu. Alors, vous avez besoin d'oxygène dans les deux cas, s'il y a une baisse dans le niveau sanguin ou dans le niveau des tissus. Et la réponse correcte serait donc A et B. Et je voulais clarifier que l'hypercarbie est une situation où là, on a une augmentation de dioxyde de carbone et cela ajouté avec la ventilation plutôt que l'oxygénation. Alors, la réponse, c'est A et B. C'est la bonne réponse. Merci. Plusieurs cliniciens vont considérer l'hypoxémie comme une saturation de moins de 94% et la posimétrie, c'est à ce niveau correspondant à une pression partielle de O2 de moins de 60 millilitres de mercure. C'est certainement un enjeu important à ce point. Et c'est très important de clarifier cela, que plusieurs patients auront des faiblesses respiratoires avec l'hypercarbie, mais cela ne correspond pas à une indication pour la thérapie d'oxygène. La toxicité d'oxygène est associée à la ventilation mécanique pour les faiblesses respiratoires, pour recevoir plutôt que d'une longue durée. C'est une autre question importante quand on administre de l'oxygène. Mais je voudrais savoir les commentaires des autres panélistes. C'est d'autres qui veulent contribuer et partager leur expérience. Andrea? Je pense que vous avez bien couvert le sujet. Parce que l'hypoxie et l'hypoxémie, je pense que c'est très important, comme on l'a dit, que l'administration d'oxygène ne bénéficiera pas à l'hypercarbie. Alors, en ces cas-là, c'est de fournir de la ventilation pour le patient. Mais j'apprécie que vous ayez couvert la définition et les causes pour les toxicités d'oxygène. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, c'est excellent. Merci. Un autre enjeu important, c'est la possibilité de prématurité, d'avoir, allons maintenant à la prochaine question. Alors, lesquels ne sont pas des signes cliniques ou des symptômes d'hypoxémie? Lesquels des quatre ne sont pas des signes cliniques ou des symptômes d'hypoxémie?
Alors, Dr. Balaban, pouvez-vous commenter sur cette question? Je pense que c'est une question très importante à travers le monde où on n'a pas accès aux techniques de monitoring, surtout. C'est cliniquement très important pour les travailleurs de la santé de bien identifier les faiblesses respiratoires ou l'hypoxémie. Alors, est-ce qu'on attend les résultats du sondage? Alors c'est excellent. 90% d'entre vous ont eu la bonne réponse. La perte de goût ou d'odorat, ce n'est pas ce qui se passe avec l'hypoxémie. C'est d'être privé d'oxygène, ce que l'on appelle l'hypoxémie. C'est les centres respiratoires qui doivent être stimulés et le taux respiratoire et les nombres d'exertions que l'on doit avoir de façon suffisante, la cause de la perte respiratoire, parfois ça peut être avec un statut mental altéré associé à l'hypoxémie, mais le goût et l'odorat sont intacts tout le temps. Peut-être que nos panélistes de commenter sur cet aspect particulier des symptômes cliniques. Dr. Michael. Oui, merci. Alors, comme ça a été indiqué avec les patients de la COVID-19, la perte de goût d'odorat, ça a été assez commun, environ un tiers des patients, jusqu'à la majorité même, et cela peut durer quelques jours. Ce n'est pas un symptôme qui est spécifique à l'hypoxémie. Par contre, c'est quelque chose que l'on a vu avec le virus et dans d'autres conditions aussi. Alors que la tachypnée et la dyspnée sont des nombreux indicateurs cliniques qu'un patient peut être en état d'hypoxémie. Et alors, qui peuvent ou ne peuvent pas donner un degré d'hypoxémie. Alors, dans une hypoxémie légère, peut-être qu'on aura quelques symptômes, mais qui n'ont été montrés non seulement avec la COVID-19, mais avec d'autres faiblesses respiratoires. Merci, Dr. Michael. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui ont des commentaires ou des questions? Ici, Mark Singleton. Je veux simplement vous dire que même si tous ces signes et symptômes peuvent être associés avec l'hypoxémie ou l'hypoxie, aucun n'est spécifique à cela. En fait, il peut y avoir plusieurs causes au niveau des réfractions au sternum et également des statuts mentaux altérés. Il y a peut-être d'autres causes aussi de gens qui ont un taux normal d'oxygénation. Alors, même s'ils sont de bons indicateurs, si on n'a pas un pulsomètre, que si on regarde, si le patient a les lèvres bleues, par exemple, avec l'absence d'un pulsomètre, vous avez une bonne idée, une bonne indication que peut-être ce patient aurait besoin d'oxygène. Mais juste une ou une combinaison, vous devriez vous faire réfléchir à la possible hypoxémie. Il pourrait y avoir d'autres raisons pour avoir des changements, des réfractions. Il y a d'autres patients qui peuvent avoir des difficultés à respirer et que leur mécanisme d'oxygénation peut être correct. Merci, docteur. Et il faut se souvenir que soyons conscients des réjections musculaires, de léthargie, la tachypnée, la dyspnée. Il y a des signes plus importants chez les patients pédiatriques. Anna?
Oui, je suis d'accord. Et je pense que la question, c'est d'identifier la détresse respiratoire, qu'il s'agisse d'hypoxémie ou d'autre chose, même si vous n'avez pas un pulse oxymètre pour le patient et que vous avez des signes, des symptômes qui vont être associés à la détresse respiratoire ou à l'hypoxémie. Alors, un pulse oxymètre, bien sûr, serait plus sécuritaire, mais la façon serait d'assurer. Mais la perte de goût et d'odorat, c'est essentiellement associé à la COVID-19, mais pas toujours associé à l'hypoxie ou à l'hypoxémie. Dr. Mark Singleton. J'allais ajouter que mes professeurs qui m'ont formé dans une époque avant la pulsoximétrie se fiaient beaucoup sur la couleur du patient. C'est quelque chose que nous avons un peu oublié. On regarde le pulsoxymètre immédiatement, mais si vous n'avez pas ça, la couleur du patient peut vous dire beaucoup sur leurs problèmes respiratoires. Merci, docteur. Est-ce que d'autres panélistes veulent commenter? Je voudrais ajouter, je sais que la couleur est importante, mais nous n'avons pas toujours les conditions d'éclairage pour évaluer. En plus de la couleur, le besoin de payer. Portez attention aux signes cliniques. Les signes cliniques ne vous tromperont pas. S'ils travaillent fort sur la respiration. Et la clé ici, c'est d'identifier rapidement l'hypoxémie et d'avoir une intervention rapide et sans attendre à d'autres. Et si nous avons les équipements, c'est une chose, mais je me fierai beaucoup aux thérapies nécessaires en fonction des signes. Oui, le statut mental aussi probablement est un signe qui peut en dire sur le patient. Et, et, et c'est la question la plus importante. Et lorsque les diagnostics rapides, c'est très important pour cette thérapie. Nous devons nous souvenir que la saturation normale est de plus que 94 patients et c'est peut-être différent quand, quand c'est au deux. Mais les saturations, le niveau d'oxygénation, c'est de maintenir la plupart des patients de plus de 90 pour les patients enceintes. Le but, c'est un petit peu plus élevé, plus à 92 des patients en état de choc qui ont besoin, qui sont dans un état instable. On a besoin de plus de, au-delà de niveaux plus élevés en termes de saturation, plus de 94 Et est-ce que d'autres panélistes veulent rajouter? Je pense que pour certains patients, nous pouvons accepter un niveau d'oxygénation de 88 mais pour tous les autres cas, ça devrait être au-dessus de 90. Oui, oui, docteur Balaven. Et si nous passions à la prochaine question.
Alors, dans lesquelles des situations suivantes devrions-nous commencer l'oxygène supplémentaire? Quand le taux de SpO2 est inférieur à 92 quand le PaO2 est inférieur à 60 mg Hg, quand le patient est en détresse respiratoire et que le taux de SpO2 n'est pas disponible, quand le patient est en état de choc ou toutes les précédentes. Alors, on répète, dans lesquelles de ces situations devrions-nous commencer l'oxygénation supplémentaire? Quand le SpO2 est inférieur à 92 quand le PaO2 est inférieur à 60 mg Hg, quand le patient est en détresse respiratoire et que le SpO2 n'est pas disponible, quand le patient est en état de choc ou toutes ces réponses. Alors, Dr Balaban, est-ce qu'on voit les résultats de sondage? Alors, c'est très intéressant. Dans lesquelles situations suivantes devrions-nous commencer l'oxygène supplémentaire? Je pense que c'est une des questions les plus importantes parce qu'il faut vraiment savoir quand commencer. Alors, quand la saturation d'oxygène est de moins de 92 c'est définitivement une indication claire de commencer. Comme vous le savez tous, le 92 c'est seulement 92 de l'hémoglobine qui est présente, qui est saturée avec l'oxygène. Alors, définitivement, c'est un indicateur. Deux, quand vous avez un test artériel, si le patient, l'oxygénation est de moins de 60, vous devez commencer l'oxygénation. La troisième, si le patient est en détresse respiratoire et qu'on voit les symptômes, comme on a vu dans la question précédente, le patient respire à un taux trop rapide et ses muscles respiratoires actent. Et nous n'avons pas le niveau de saturation d'oxygène, mais on sent qu'il manque d'oxygène. Alors, il a besoin d'oxygène. 4, quand le patient est dans un état de choc, quand un patient est en état de choc, et s'il y a un impact au tissu, et ça devient très important qu'on leur donne de l'oxygène pour réduire le niveau dans le sang et pour que les tissus obtiennent de l'oxygène. Alors, toutes ces 4 conditions sont définitivement un indicateur de commencer l'oxygénation. 83 d'entre vous l'avez eu, mais je pense que peu d'entre vous ont pensé que la saturation dans cette question et le message à retenir, c'est que dans toutes ces conditions, vous devez commencer l'oxygénation supplémentaire le plus rapidement possible. Freddy, on ne vous entend pas. Désolé. Merci, Dr. Balaban. Merci. Je pense que Dr. B a été très explicite. Cette question parle au niveau des patients de santé, comme on a discuté dans la question auparavant, lorsque vous avez un patient qui a un COPD de 90%, ce patient n'a pas nécessairement besoin d'oxygène. Alors, on peut attendre pour les patients qui ont de maladies d'obstruction pulmonaire chronique. Nous visons 88% pour ces patients. Merci. Dr. Chase Reynolds, bienvenue.
Non, je n'ai rien à rajouter. Alors, Freddy, si je peux ajouter quelque chose, je pense que, je pense que cette question est très importante parce que plusieurs des questions que nous recevons de participants et savoir qu'est-ce qui est le SPO2 qui est normal, lequel devrons-nous viser, combien de temps devrions-nous donner d'oxygène dans les discussions auparavant. Est-ce qu'on parle de 90, 92, 94? Et je pense que c'est important de comprendre pourquoi vous entendez différents chiffres pour le SPO2 et commencer l'oxygénation supplémentaire. Et une partie de la raison pour laquelle les chiffres diffèrent quelque peu, c'est que, un, c'est combien d'oxygène avez-vous besoin dans le sang, mais aussi combien d'oxygène que les cellules et les tissus du corps demandent. Alors, quand vous avez un patient qui est enceinte, vous avez un patient qui est en état de choc, un patient qui a une demande métabolique élevée, vous devez peut-être donner une oxygénation supplémentaire à ces patients. Alors, on peut viser des chiffres plus élevés avec des demandes plus élevées d'oxygénation, alors qu'avec les patients qui ont le COPD ou les maladies d'obstruction pulmonaire chronique, et ils ont des niveaux d'oxygénation plus bas, alors ils peuvent tolérer des niveaux moins élevés. Alors, les patients qui ont ces maladies d'obstruction pulmonaire chronique, c'est plus bas, mais les patients enceintes avec plus de demandes, on peut garder le SPO2 à plus de 92 à 94. Et les patients qui nous serons peut-être heureux avec au-delà de 90%. Différentes populations ont différents besoins d'oxygénation. Oui, c'est très important, ce point que vous ajoutez, Anna. Je dois dire que le rôle de la pulsoximétrie est une indication de l'oxygénation. Et au niveau de l'oxygène, de prendre des lectures de polexiométrie. Et c'est très important de se souvenir que les thérapies d'oxygénation à des hauts niveaux ne sont pas nécessairement quand la situation est stabilisée. Et la pulsoximétrie nous permet de voir le niveau confortable et efficace pour le patient. Bon matin, Dr. Andrew Murray. Bienvenue à la session. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, bon matin. Je pense que, de plus que ce que vous avez dit, selon le pulsoxymètre, je pense que nous devons aussi considérer les raisons pour lesquelles le pulsoxymètre peut être imprécis. Quand vous avez des mouvements de patients, cela peut causer des inexactitudes. Vous voulez vous assurer que vous avez une onde précise et si le patient est hypotensif de façon significative, cela peut interférer avec la lecture. Également, si le patient a des contraintes nasales, alors peut-être qu'ils ont d'autres oppressants nasaux qui créent des contractions. Et souvent, on va voir dans les salles d'opération, nous allons voir parfois la lumière qui peut interférer sur la forme de l'onde. Alors, il faut, quand vous faites l'évaluation, si vous regardez votre boîte de vie ou votre niveau de polyoxymétrie sur je réévaluerai le patient. Le signe le plus important, c'est les signes cliniques. Regardons le bout de leur doigt, d'associer le pulsoxymètre pour faire les ajustements nécessaires. Oui, merci, docteur Andrea. Merci.
Est-ce que d'autres panélistes veulent commenter? Sinon, on peut aller à la prochaine. J'allais peut-être ajouter à ce que Dr. Murray disait au niveau des raisons pour lesquelles les pulsoxymètres ne peuvent pas être précis fréquemment. Cela aussi, avec la qualité de l'oxymètre qui est utilisé, les oxymètres pour le bout des doigts utilisés sont abordables. Généralement, ils font le travail, mais plusieurs de ces oxymètres fonctionnent bien, sont très précis, mais quand ça arrive aux patients malades, ça va avoir une performance beaucoup moins importante. Et donc, pour les gens en santé, l'oxymètre pour le bout des doigts, ça va fonctionner, mais pour les patients qui sont dans un état critique, l'oxymètre sera beaucoup moins précis. Il faut en être conscient. Merci, Michael. Pour la suite maintenant. Alors, pendant combien de temps la saturation d'oxygène devrait être monitorée? Comment allez-vous titrer l'oxygène façon de plus ou de moins? Alors, docteur Anna, voulez-vous ouvrir la discussion sur ce point? Docteur Anna? Désolé, je ne trouvais pas mon bouton pour ouvrir mon micro. Alors, la question, c'est de savoir à quel rythme devons-nous monitorer l'oxygène, la saturation d'oxygène? Et cela dépend du statut du patient. Si le patient est stable, la saturation d'oxygène devrait être vérifiée avec tous les signes vitaux. Alors, un patient qui est très stable, si les signes vitaux sont vérifiés tous les 4 heures, on peut également vérifier le SPO2 avec les signes vitaux. Mais si un patient a besoin d'oxygène et qu'il a beaucoup de dépendance ou dans un centre de soins intensifs, à ce moment-là, il devrait être placé dans un état de monitoring constant de saturation d'oxygène. Mais cela, évidemment, implique que vous avez les équipements nécessaires. Alors, si vous avez des moniteurs de SPO2, vous voulez vérifier la saturation d'oxygène le plus souvent possible chez ces patients, comment on décide d'ajouter, d'augmenter cela, toujours de la cible SPO2. Et comme on a discuté, ces cibles vont être quelque peu différentes pour un patient, comme on l'a dit, avec des problèmes de COPD, je vais voir 80%. Un patient en choc septique, je vais viser 92-94%. Un patient qui n'a pas de comorbidité, je vais tolérer 90%. Et comment on réduit l'oxygène? Je pense que c'est une question très importante parce que si vous donnez de l'oxygène supplémentaire, si vous avez des niveaux très élevés, mais comme on le sait maintenant, il y a des complications associées avec l'hyperoxie, c'est-à-dire une livraison trop élevée d'oxygène. Typiquement, nous dirions que la limite que vous devriez viser serait 96%. Une fois que votre patient a 96%, vous pouvez réduire le flux de supplémentation d'oxygène. Alors, ce sont les chiffres que moi j'utilise dans l'unité de soins intensifs, même quand je suis dans un théâtre opératoire. Merci. Est-ce que, Balaban, vous avez des commentaires? Je pense que ça a été très bien dit, mais il y a un plus grand nombre de patients avec moins d'équipement. Ce sont là où il y a des préoccupations. Peut-être qu'à tous les 15 minutes, on devrait faire un monitoring
si vous devez partager l'oxymètre de pouls et d'avoir un niveau de confortable respiratoire et que vous allez voir les niveaux respiratoires. Mais s'il y a un doute, vous pouvez les espacer un peu plus. Dépendant de l'infrastructure, d'assurer que le monitoring se fasse de façon périodique pour tous les patients et la saturation à 96 et quand il est mieux que l'on réduise le niveau d'oxygène. À vous, Freddy. Merci, docteur. Une autre chose importante, c'est de considérer le changement d'appareil. Pour Dr. Mark Singleton, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Je pense que les commentaires qui ont été faits sont très pertinents. Je n'ai pas vraiment à rajouter. Je pense que certains d'entre nous sur ce panel pensons l'oxygène comme étant une ressource rare. Je sais que dans plusieurs parties du monde, c'est une ressource rare. Alors, et que l'on doit utiliser avec soin, que l'on doit bien gérer les équipements d'oxygène. Un autre élément que je trouve toujours intéressant lorsqu'on parle d'oxygène, comment fantastique c'est que nous avons évolué comme espèce pour vivre dans un environnement où nous pouvons fournir 5 fois à nos patients, 5 fois le niveau d'oxygène. Et ça, on prend ça pour acquis alors que nous marchons, que nous respirons. Mais 21 que nous donnons aux patients dans les hôpitaux, cette marge de capacité thérapeutique, moi, je trouve cela remarquable. Et je pense qu'on n'y pense pas assez ou aussi souvent qu'on devrait. Merci, docteur. Est-ce que d'autres panélistes? Docteur Kassongo? Bon. Est-ce que d'autres panélistes ont quelque chose à dire? Dr. Freddy, vous avez demandé. Vous avez parlé de changer les appareils. Je pense que c'est une bonne question. Parce que cela dépend de l'appareil, combien d'oxygène que vous pouvez livrer aux patients. Par exemple, avec les prongs pour le nez, vous avez environ 40 mais si votre patient a un taux d'oxygénation bas, vous voulez peut-être utiliser un masque qui va vous donner jusqu'à 95 de l'oxygène. Alors, utiliser différents outils peut vous permettre d'augmenter ou de réduire le taux d'oxygène. Alors, si vous avez un patient qui a un bon niveau de saturation, avec le masque de 50 litres, vous pouvez réduire. Et vous pouvez utiliser à ce moment-là au prong nasaux, puis pour garder les masques pour un patient qui a un plus grand besoin. Et vous évitez certains problèmes pour les gaz, pour le CO2, par exemple. Alors, je pense que c'est une question très pertinente. Est-ce que l'on peut réduire les ressources ou si on doit augmenter? Merci pour cette clarification. Est-ce que vous avez des commentaires pour les autres panélistes? Je veux juste rappeler à tout le monde que s'ils ont des questions, plusieurs placent les questions dans la boîte de discussion et nous allons tenter d'y répondre ou peut-être de demander aux panélistes de répondre. Une des questions était au sujet de l'oxymétrie de pouls. Je vais demander à Dr. Mark Singleton de répondre les différences
pour les nouveau-nés. Est-ce que tu veux le prendre ou j'y vais? Oui. Quand un bébé naît, leur hémoglobine circule encore et est en train de faire une lente transition au niveau d'hémoglobine adulte. Alors, l'hémoglobine fétale a une plus grande affinité pour l'oxygène parce que le bébé est habitué d'extraire l'oxygène du placenta. Alors, l'hémoglobine fétale, de ce côté, est plus vigoureuse. Un attracteur vigoureux d'oxygène que l'hémoglobine adulte. Alors, vous attendriez à avoir un niveau de concentration plus bas d'oxygène, une plus haute saturation d'oxygène pour cette hémoglobine fétale. Les bébés peuvent fonctionner très bien avec des niveaux d'oxygénation qui sont peut-être un peu plus bas que ce que l'on voit habituellement parce que l'oxygène qu'ils retiennent est plus grand au niveau de l'hémoglobine fétale. Alors, G, est-ce que vous voulez ajouter? Je suis certain. Oui, c'est bien dit. Oui, il y a une période de transition dans les premiers 3 mois où l'hémoglobine fétale va être remplacée par l'hémoglobine adulte. Et lorsque vient le temps de décider quelles sont les implications d'oxygénation. Merci, Marc, pour de le dire de façon si élégante. Merci. Très bon commentaire au sujet des nouveau-nés. Bon. Passons maintenant à la prochaine. Quels facteurs peuvent interférer avec l'oxymétrie de pouls, la lecture de l'oxymétrie de pouls? Comment l'oxymètre de pouls peut être ajusté pour s'assurer de la précision? Je pense que c'est très pertinent pour ceux qui se joignent et qui tiennent des patients, savoir comment utiliser l'oxymètre et c'est au niveau des extrémités, il faut que on ait un endroit. Nous avons besoin de pulsions. Première chose, quand vous voyez les lectures d'oxymètre de pouls et qu'il faut l'ajuster, il y a des petites choses que l'on peut faire et qui sont très importantes. Et pour avoir une bonne lecture et pour être certain qu'on a les bons chiffres. À vous, Freddy. Merci. Merci, docteur. Qu'est-ce que vous pensez des facteurs qui peuvent faire une interférence dans les lectures de Je pense, on l'a dit, la lumière ambiante est souvent un facteur commun qui va altérer les lectures des oxymètres. Alors, de plus, je pense que il y a la pigmentation ça peut avoir un lien. C'est important d'avoir une lumière incidentale et que les senseurs soient à l'opposé les uns des autres. Parfois, on ne porte pas attention au fait que la lumière est directe. C'est une erreur commune que l'on voit et que la lumière ne plonge pas directement. Ce sont des choses très simples, mais que l'on oublie. Et quand c'est fait dans une situation de panique, nous voulons porter attention à certains détails.
je renforcerai ce que RJ vient juste de dire. Il parle de l'oxymètre qui est comme un petit échelon que l'on peut placer autour du doigt et le positionnement, la variation de positionnement qui peut arriver avec cette enveloppe. Le genre qui clip sont faits de façon à ce que les diodes sont de côté opposé en tout temps. Mais ceux qui sont comme un petit diachylon adhésif, il faut vraiment porter attention qu'ils s'opposent de façon égale sur le doigt ou l'extrémité. Et c'est un très bon point. Je vois que souvent, ça a été mis sans que l'on porte attention à ce détail. Oui, oui, évidemment, c'est beaucoup au niveau de la pratique pédiatrique, ça. Ce qui est un peu un piège, c'est quand ce n'est pas fait de la bonne façon. Mais nous allons voir une onde, mais il y aura peut-être une variation dans la saturation d'oxygène et la précision des chiffres peut être affectée grandement. Alors, si vous pensez que vous voyez un patient qui est à 92 d'oxygénation et que vous réenveloppez le truc, ça va arriver à 98, 99. Je l'ai vu souvent. Est-ce que si je prends un pas de recul, je pense que plusieurs de nos participants ne sont pas des anesthésologistes. Et mon expérience, c'est que même ceux qui sont en entraînement, des étudiants, ne savent pas comment l'oxymètre de pouls fonctionne. Alors, à moins que vous compreniez ce que fait l'oxymètre de pouls, c'est plus difficile de comprendre les limites et la précision d'un oxymètre de pouls. Alors, l'oxymètre de pouls demande un pouls. C'est son nom. C'est un oxymètre de pouls. Alors, on a besoin d'un pouls. Ça utilise le pouls pour mesurer le taux d'oxygène dans l'hémoglobine. Alors, si vous avez n'importe quoi qui interfère, si le patient n'a pas de pouls, si le patient a une contraction nasale très élevée dans les extrémités, ce pouls ne sera pas détecté et vous allez avoir des données inexactes. Et comme les docteurs ont dit, si ce n'est pas positionné correctement, alors l'oxymètre de pouls ne sera pas en mesure de détecter le pouls. Si le patient est en hypothermie, souvent, nous avons des constructions au niveau des doigts. Alors, c'est important de réaliser qu'il y a des limites à l'oxymètre de pouls que nous devons reconnaître, mais je pense qu'encore plus important, c'est que l'oxymètre de pouls sauve des vies. Alors, c'est extrêmement important, l'oxymètre de pouls. Mais si les chiffres sont inexacts et que vous faites les bonnes choses, que vous fournissez de l'oxygène aux patients, bien, vous devrez peut-être interroger votre appareil, s'assurer de son positionnement et que les extrémités du patient ont un flot vasculaire satisfaisant. Merci, Anna. La prochaine discussion. Pendant combien de temps devrons-nous fournir de l'oxygène à un patient qui est en hypoxémie? Alors, pendant combien de temps devrions-nous donner de l'oxygène à un patient en hypoxémie? Je pense que je vois Dr. Fadjai qui se joint à nous. Peut-être qu'il pourrait prendre cette question. Dr. Fadzai? Oh, désolé. Je vais fermer mon micro. Merci pour cette question. Je pense que la réponse, c'est qu'aussi longtemps que le patient en a besoin. On dit souvent que l'oxygène, c'est un médicament et nous en donnons autant que le patient en a besoin. Notre but, évidemment, ce sont les niveaux de saturation. Quand vous avez atteint le niveau de saturation que vous croyez que votre patient a besoin et qu'ils sont stables, alors vous pouvez maintenant réduire. Mais je pense que nous voulons plus de 92% en général
général, mais dans certains patients, on a une saturation jusqu'à 88%, ça tout satisfait. Si l'oxygène, c'est un problème, vous devez parce que vous avez atteint votre but. Et c'est 12,94. Alors, je pense que la bonne réponse, c'est jusqu'à ce que vous ayez vos objectifs. Merci, Dr. Fadzaï. Dr. Elisabeth. Oui, bonjour. Je parlais, mais j'ai fermé mon micro. Alors, je n'ai pas été en mesure de participer. Mais je partage l'opinion de Dr. Fadzaï que l'oxygène devrait être donné autant que c'est nécessaire. Mais aussi important pour les objectifs que nous voulons atteindre. Est-ce que, parce que c'est parce que une thérapie d'oxygène, les objectifs doivent être établis dès le départ. C'est mon opinion. Et cela nous amène. Quels sont les types différents de thérapie d'oxygène non invasive? Comment, en termes de dosage, quels sont les avantages et les désavantages de chacun? Docteur Elisabeth, avez-vous des commentaires là-dessus? Et désolé, quelle était la question encore? Quels sont les différents types de thérapie non invasive d'oxygène? Les différents types de thérapie non invasive d'oxygène. Quels sont les avantages et les désavantages de chacune? Alors, on peut commencer avec le masque, avec les dents nasales. Pour les dents nasales, ça peut être donné, ce n'est pas invasif, mais ça dépend du patient et des paramètres. Cela veut dire que le patient doit faire un effort de sa part pour être capable de respirer. Et le bénéfice d'utiliser les dents nasales. Mais un masque simple, c'est que l'avantage, c'est que pour un patient conscient qui veut parler, manger, devient un peu encombrant. Il y a aussi le CPAP qui est non invasif en thérapie d'oxygène, mais c'est difficile d'avoir les ventilateurs pour donner un flot continu et une pression constante avec le CPAP. Alors, mais alors, alors les sont, ce sont les besoins qui sont inclus pour les thérapies, surtout utilisées chez les enfants. Et des commentaires des panélistes. Dr. Reynolds. Je n'ai pas de commentaires, merci. Oui, je veux simplement souvenir que pour les participants, que c'est important de se familiariser avec les différents appareils et les différents éléments que l'on a. Ce que l'on fait, si j'ai capable d'atteindre les niveaux d'oxygénation, si nous ne voulons pas
augmenter avec les autres appareils. Je pense que Michael a partagé un lien qui va vous donner tous les appareils qui sont disponibles et que l'on peut utiliser. Et je pense que c'est important de se familiariser avec ces appareils. Merci. Merci. Prochaine question. Alors, lequel est l'ordre correct pour de moins au plus haut niveau de FiO2 au niveau de la livraison? Les dents nasales, c'est des options. Alors, les dents nasales, le masque simple et le sac réservoir. Le masque simple, le sac réservoir, les dents nasales, le sac réservoir, les dents nasales, le masque simple, les dents nasales, le sac réservoir et le masque simple. Alors, avec les dents nasales, alors, lorsque le sac réservoir qui est associé, c'est au niveau de fractionnement de l'oxygène livré de 90-95 %, c'est le bon concept. Je pense que on peut se dans la discussion. Docteur Fatsai. Merci. Oui, je pense que j'ai effleuré le sujet. Avec les dents nasales, on peut avoir 1 litre à 5 litres et cela va vous donner un FiO2 de 40-50 %. Le masque simple, vous allez pouvoir donner plus et ça va vous donner un FiO2 à 45 à 60. Et ensuite, avec le sac de réservoir qui livre de l'oxygène quand le patient, et on aura un fractionnement plus élevé d'oxygène, jusqu'à 95 % en termes de fractionnement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des panélistes? Je pense que Dr. Singleton, j'allais ajouter qu'une bonne façon de penser, et moi j'y pense moi-même de cette façon, c'est ce que l'on tente de créer, c'est un environnement autour des voies respiratoires du patient avec un apport enrichi d'oxygène. Et le problème, c'est pendant l'inspiration. Alors, le patient prend une respiration et il voit le flux qu'on livre. Et là, c'est ce que le reste de la respiration, au-delà de cette première étape au niveau de la supplémentation d'oxygène, c'est l'air ambiant. Alors, nous remplissons leurs passages nasaux avec de l'oxygène. Mais quand ils commencent à prendre cette respiration, et quand dans leur nez, ça excède, maintenant ils respirent de l'air. Alors, un simple masque fait la même chose. Quand ils prennent cet oxygène enrichi dans le masque, ils aspirent aussi de l'air à l'extérieur du masque. Et cela crée un réservoir supplémentaire d'oxygène. Alors, si vous comprenez cela, c'est assez facile à faire. Une autre façon de livrer de l'oxygène, c'est de créer une tente sur la tête du patient. Et là, vous augmentez vraiment l'espace que vous pouvez remplir d'oxygène enrichi. Alors, cela peut aussi être très efficace. Merci. J'aimerais aussi ajouter que pour Dr. Mark Lipnick a partagé une très bonne ressource sur les appareils de livraison d'oxygène. Quel flot utiliser
le nombre de litres par minute et pour chaque, et comment ces appareils peuvent livrer. De plus, il y a différents appareils d'oxygénation qui sont utilisés chez les patients en pédiatrie. Je pense à la tente dont on a parlé, qui est beaucoup plus utilisée chez les patients pédiatriques par rapport aux adultes. Je pense que c'est important. Si vous allez au centre de ressources d'apprentissage, vous allez avoir une liste des appareils de livraison d'oxygène et pour lesquels patients ils sont indiqués et quel est le flux et qu'est-ce qui est livré. Je pense que c'est important parce que non seulement vous voulez trouver la ressource appropriée pour rencontrer les demandes des patients, mais aussi vous voulez vous assurer que vous ne gaspillez pas d'oxygène. C'est une ressource précieuse, c'est dispendieux et souvent c'est en disponibilité limitée. Alors, si vous choisissez une canule nasale, vous gaspillez de l'oxygène. Alors, si votre patient a besoin de 15 litres par minute, vous voulez utiliser le masque avec le réservoir que vous voyez sur cette. C'est important de savoir quels sont les flux importants par rapport aux appareils. Et je pense que, je dirais aussi, comme le docteur Singleton l'a dit, que le flux de litres par minute, c'est typiquement basé sur le poids du patient. Donc, quand on passe d'appareils, nous allons les diviser en deux catégories, de flux bas et de livraison. Et nous allons parler davantage de thérapie au flux, que nous avons tous travaillé dans le contexte de la COVID. Et nous allons parler de cela dans une autre session. Nous allons parler de la thérapie des appareils à haut flux. Mais les appareils à bas flux sont les masques simples, les canules nasales, les réservoirs. Et alors, quelqu'un qui pose la question dans la boîte de discussion au sujet des canules nasales, ça peut être utilisé chez les enfants, les adultes et des patients pédiatriques. Nous pouvons utiliser un cathéter nasal et le flux sera très bas, jusqu'à 2 litres par minute. Et je vais demander au Dr Singleton d'ajouter à cela. Mais, merci. Merci. Allons maintenant à la prochaine question. C'est au sujet de l'humidification. Est-ce que les bouteilles d'humidification peuvent être réutilisées quand l'humidification est nécessaire? Quand est-ce nécessaire? Docteur Vanessa? Oui, merci, Dr. Freddy. L'humidification est nécessaire quand vous avez des flux plus élevés. Alors, si vous avez les dents nasales, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous avez des flux plus élevés, ce serait nécessaire. Et qu'est-ce qu'est l'humidification? L'humidification, c'est que nous saturons l'air avec de l'humidité. Et cela va éviter les sécrétions dans vos voies respiratoires de s'assécher. Alors, si vous respirez de l'oxygène à haut flux, ça a une tendance à assécher vos sécrétions. Alors, par exemple, quelqu'un qui est intubé et qu'il n'y a pas d'humidification des voies respiratoires, eh bien, les sécrétions vont s'assécher et le patient ne sera pas capable de tousser ces sécrétions. Et elles vont rester prises dans les bronches et possiblement bloquant les bronches et les tubes trachéaux. Et là, nous devrions échanger les tubes trachéaux
et cela peut faire du tort aux patients quand les tubes trachéaux sont bloqués et on peut en mourir si vous n'arrivez pas à temps pour justement débloquer la trachée. Alors, vous humidifiez l'air, vous devez, de base, avoir un flux d'oxygène dans une bouteille d'eau. Et vous stérile ou de l'eau bouillie pour vous assurer qu'elle est dans un environnement stérile. Et vous devez vous assurer de la changer de base fréquente pour que vous ne propagiez pas de bactéries dans ce fluide. Mais pour les dents nasales, par exemple, juste le masque simple, ce n'est pas nécessaire. Mais tout ce qui est à un plus élevé, vous devez trouver une façon d'humidification. Merci. Dr. Michael, avez-vous des commentaires sur les cylindres? Non, je mettais dans la boîte de discussion des ressources pour l'humidification. Pour ce qui est de notre question précédente, au niveau de la livraison d'oxygène, un autre réservoir, un autre tuyau, c'est commun que nous ayons des concentrateurs qui ne produiront pas 100% de fractionnement d'oxygène. Les cylindres ne sont pas toujours pleins. Alors, ça dépend de la qualité de la source. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la fourniture d'oxygène peut être bas, à plus basse concentration. Et cela peut avoir un impact sur et des raisons que vous estimez. De sujet, est-ce que les bouteilles d'humidification peuvent être réutilisées? Comment établissons-nous l'humidification s'il n'y a pas d'eau stérile? Est-ce que vous avez des commentaires? Désolé si je n'ai pas. Docteur Balaven, comment utilisez-vous l'humidification, les bouteilles de... En fait, un des aspects les plus importants, c'est quand vous utilisez des bouteilles réutilisables, c'est très important que nous les stérilisions. Sinon, ce sera une source majeure d'infection. Alors, les travailleurs de la santé devraient savoir si c'est une bouteille réutilisable ou non. Si c'est jetable, c'est facile. Si c'est réutilisable, nous devons avoir une stérilisation et la nettoyer complètement. Il y a plusieurs méthodes pour stériliser les bouteilles qui sont basées selon les ressources disponibles. Vous pouvez utiliser les bouteilles et c'est de les ébouillanter dans l'eau bouillante et pour stériliser la bouteille. C'est basé sur l'important, c'est la stérilité de ces bouteilles réutilisables. Merci, Dr. Balaven. Dr. Elisabeth, à vous des commentaires. C'est une question très commune. Désolé, Freddy. Et nous avons plusieurs personnes dans la boîte de discussion qui posent des questions au sujet de l'eau stérile. Et si vous n'avez pas d'eau stérile, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pense que le docteur a fait un excellent point, mais j'ajouterais que nous avons besoin des processus de stérilisation, pas seulement pour les bouteilles réutilisables, mais si nous n'avons pas d'eau stérile, comment nous assurer que les bouteilles que l'eau utilisée pour les bouteilles est propre? L'importance d'avoir de l'eau stérile ou de l'eau propre dans les bouteilles d'humidification, c'est que c'est l'humidification d'un patient qui respire dans ses poumons. Alors, c'est très important que l'eau soit stérilisée. Et plusieurs posent ces questions. C'est vraiment des questions qui sont fréquemment posées. Idéalement, la première étape, la préférence, c'est d'obtenir de l'eau stérile, mais on peut utiliser aussi de
de l'eau distillée. Comment faire de l'eau distillée? Savez-vous? Oui, je suis d'accord qu'il faut changer l'eau à tous les 24 heures au minimum. Anna? Oui, mais est-ce qu'on utilise simplement de l'eau du robinet ou est-ce que vous utilisez d'autres types d'eau? Est-ce que quelqu'un se souvient de ses cours de chimie ou d'autres façons de faire de l'eau distillée? L'eau distillée, c'est de l'eau évaporée que l'on a fait bouillir. Alors, si vous pouvez faire bouillir de l'eau et attraper l'évaporation, c'est ça l'eau distillée. Alors, c'est important que l'eau soit stérile, que vous obtenez de fournitures médicales ou que vous utilisez de l'eau distillée. Si de l'eau distillée n'est pas disponible, vous pouvez vous assurer que l'eau a été bouillie. C'est la façon facile. Docteur Freddy, je pense que votre micro est fermé encore. Oh, désolé. Quoi? Au niveau de la température de l'eau, est-ce qu'il y a des recommandations? Ah, merci. Docteur Freddy, spécialement si vous avez de l'oxygène froid, très important d'humidifier l'air et cela devrait être à température du corps. Donc, vous ne voulez pas que ce soit trop froid parce que vous allez refroidir le patient. Si le patient respire de l'air très froid, je pense que c'est environ 35, 36 degrés. Mais corrigez-moi, les autres analystes. Oui, c'est correct. Oui. Maintenant, au niveau des positions à plat ventre, c'est Docteur Balaman. Est-ce que vous utilisez la position à plat ventre? Oui, oui. La pandémie de la COVID a amené des avantages d'utiliser le positionnement à plat ventre euh, à cause des déséquilibres. Et comme nous savons, la gravité dans la position à plat ventre et dans plusieurs cas, à la cause COVID-19, au niveau des poumons, c'était beaucoup mieux de placer les patients à plat ventre. Nous avons vu dans certains cas où le patient le fait de façon spontanée, dans d'autres cas, c'est parce qu'il y a ventilation. C'est parce que la perfusion de ventilation, quand nous prenons le patient à plat ventre, et ça aide énormément, particulièrement dans la situation de la COVID. C'est évident que les patients dans le positionnement souffrent des changements significatifs dans les tissus pulmonaires et que la position à plat ventre, pour les régions plus basses des poumons, sont comprimées. Docteur Anna, est-ce que vous avez des recommandations au sujet de le positionnement à plat ventre? Oui, en fait, j'ai une autre question de la boîte de discussion au sujet des effets secondaires d'utiliser de l'oxygène à haut flux. Une des choses à propos du positionnement à plat ventre, c'est quand le patient est réveillé et qu'il ne reçoit pas une supplémentation d'oxygène non invasive, vous pouvez encourager les patients de se placer à plat ventre et cela va améliorer leur oxygénation. Contre-indication,
pour un positionnement qui sont dans des détresses respiratoires extrêmes, si on a un taux de respiration excessif, s'il semble qu'ils s'en vont en échec respiratoire, vous les voulez considérer s'ils ont besoin de support ventilatoire, que ce soit non invasif ou à haut débit, peut-être même l'intubation ou la ventilation mécanique. Mais les patients qui sont réveillés et légèrement hypoxiques, vous pouvez essayer de utiliser le positionnement à plat ventre, à moins qu'il n'y ait pas de contre-indication. Et pour l'auditoire, on partage des ressources ici dans la boîte de discussion, mais ces questions que vous voyez sur l'écran sont sur le centre d'apprentissage. Et si vous cliquez sur ces questions, ça va vous envoyer au protocole, aux références et au guide pour savoir comment initier ces interventions. Docteur Lebnik, est-ce que vous avez ajouté pour cet outil ou des commentaires sur le positionnement de la vente? Non, je pense que le centre d'apprentissage a souligné plusieurs et j'invite les gens à télécharger le protocole. Je pense que cette technique a évolué pendant la pandémie et c'est un rappel pour certains d'entre nous avec des patients critiques que nous avons peut-être sous-utilisé cette thérapie où il y a des preuves chez les patients conscients en thérapie d'oxygène. Le rôle de la positionnement à la vente, je pense que le temps nous le dira, mais c'est quelque chose que l'on pratique dans nos institutions et les guides exacts devront évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Mais je n'ai rien de spécifique à ajouter à ce stage-ci. Merci. Une autre question. Quand la thérapie d'oxygène devrait être escaladée? Est-ce qu'on a des panélistes qui veulent commenter? Docteur Fatsai. Quand la thérapie d'oxygène devrait être escaladée? Je pense que nous escalade la thérapie si vous n'atteignez pas vos objectifs. Alors, si votre patient, malgré votre intervention, vous voulez augmenter la thérapie d'oxygène, je pense qu'on en a discuté plutôt au niveau des appareils. Si vous avez un appareil qui donne un bas débit d'oxygène, vous voulez peut-être passer à un appareil qui va donner un débit d'oxygène. C'est voilà. Merci. Quels sont les appareils qui utilisent un haut débit d'oxygène? Docteur Balaven. Oui. Lorsque nous n'avons pas été en mesure d'atteindre les niveaux d'oxygène requis au niveau de l'oxymètre de pouls, au niveau de la saturation de plus de 90, si le patient continue à des bas débits d'oxygène, c'est le temps d'initier et d'escalader la thérapie d'oxygène. Et ce qu'on peut faire, c'est d'avoir de l'oxygène à haut débit. Nous augmentons jusqu'à 60 litres d'oxygène et nous tentons d'augmenter la diffusion d'oxygène dans les poumons pour la circulation sanguine. Si nous échouons, nous devons aller vers une ventilation non invasive. Et sinon, l'intubation ou la ventilation mécanique. Mais d'initier une ventilation mécanique lorsque requis, parce que sinon, les poumons deviennent ankylosés et c'est un dernier recours. Et la plupart des patients, nous tentons de les amener en utilisant de l'oxygénation à haut débit avant d'arriver. Anna,
vous avez des commentaires pour clore cette session? Et la dernière question, comment de temps ça prend pour améliorer le taux de SPO2? Alors, pour clore la session, voilà. Oui, oui, encore une fois, comprendre comment votre oxymètre de pouls fonctionne, c'est très important et il n'y a pas de limite quant à la précision. Vous devriez voir une amélioration dans la SPO2 en moins d'une minute, probablement 30 secondes à une minute. Il y a généralement un temps d'attente, mais si vous savez que vous livrez de l'oxygène à votre patient, vous continuez à faire ce que vous faites à cause de ce petit temps. Les gens vont changer l'intervention parce que l'SPO2 demeure bas, mais prenez note que ça prend 30 à 45 secondes pour que le taux de SPO2 s'améliore. Le patient devrait être intubé et placé dans un ventilateur mécanique quand ils sont en échec respiratoire. L'échec respiratoire, c'est essentiellement une incapacité de s'oxygéner ou de se ventiler, de prendre l'oxygène nous-mêmes et d'expulser le CO2. Alors, si quelqu'un est en échec respiratoire, ils vont être accessoires et vont souvent sembler dans une situation en détresse. Alors, quand un patient que l'on est en échec des ventilateurs non-invasifs, c'est là où on va considérer intuber un patient et le placer en ventilation mécanique. Je veux simplement d'abord remercier tous nos panélistes, surtout Dr. Freddy Mbala pour la discussion. Et merci à tous les panélistes d'avoir été là, d'avoir partagé votre sagesse, votre connaissance d'un peu partout à travers le monde. Et merci à Dr. Mark Lipnick pour avoir partagé les ressources sur les soins critiques. Je veux vous encourager tous à trouver des sessions enregistrées au Centre de ressources et sur le site web de Assist International. Je veux également dire que nous savons que nous n'avons pas répondu à toutes vos questions aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de très bonnes questions. Ce webinaire va se poursuivre jusqu'en juillet 2021. Bientôt, nous allons parler de soins critiques, mais à l'extérieur et à l'intérieur des soins intensifs, nous allons bien sûr parler des ventilations non invasives, nous allons parler des patients pédiatriques, nous allons parler d'obstétrique. Nous avons plusieurs très belles sessions qui s'en viennent. J'espère que vous joindrez encore. Et entre-temps, départ, vous envoyez sur les WhatsApp. Vous pouvez également utiliser la page communautaire et sur le centre de ressources. Alors, partagez les questions entre vous et merci vous tous pour votre temps. Merci à Assist et le projet CO pour leur appui, leur soutien. C'était une très bonne session. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. Passez une bonne journée.